Le plus dur dans la résistance, c'est de résister à ses propres doutes. Une phrase prêtée à Joseph Kessel, dont l'attribution exacte n'est pas formellement établie, mais dont la vérité résonne dans chaque histoire comme celle d'Albert Dallène. Le 13 janvier 1942. Il est 16h30. Au Mont Valérien, la lumière de l'hiver est blanche et crue. Le fort domine Paris depuis des siècles. Ce jour-là, comme tant d'autres, la clairière du côté et du fort accueille un peloton d'exécution. Les armes sont en position, le peloton est formé, il s'apprête à tirer sur 5 Français. L'un d'eux s'appelle Albert Dallène. Il a 45 ans. Il est inspecteur principal de police. Il est marié, père de 2 enfants. Il a combattu la Première Guerre mondiale, 3 citations, la Croix de guerre, la médaille militaire. Et pourtant, le tribunal militaire allemand du Grand Paris l'a condamné à mort. Il est 16h30. Le peloton tire. Le 13 janvier 1942, Albert Dallène meurt pour avoir dit non. Et c'est de ce non qu'il faut parler. La France est coupée en deux depuis 2 ans. La zone occupée par les Allemands, au nord. La zone dite libre, au sud, sous l'autorité de Vichy. La collaboration s'installe. L'administration française continue de fonctionner, les préfectures, les commissariats, les tribunaux. Mais désormais au service, ou du moins sous l'œil, de l'occupant. La résistance, elle, s'organise lentement, dans l'ombre. Elle est encore fragile en 1940-1941. Ce sont des réseaux épars, des individus isolés, des actes souvent improvisés. La grande résistance organisée viendra plus tard. Au début, ce sont des hommes seuls qui décident, chacun de son côté, de ne pas accepter. À Saint-Ouen, la ville est ouvrière, rouge, syndicaliste. Elle a toujours résisté à sa façon. Dès l'automne 1940, un réseau de résistance se met en place. Il est dirigé par Pierre Filleul, officier de l'armée française. Son objectif ? Faire passer des hommes en Angleterre pour rejoindre les forces françaises libres du général de Gaulle. C'est un réseau précoce, l'un des premiers de la région parisienne. Pour le faire fonctionner, Filleul a besoin de policiers, des gens qui connaissent que les filières, les papiers, les procédures, et il en recrute 2. Le premier s'appelle Émile Gaget, inspecteur au commissariat de Clichy. Le second, Albert Dallène, inspecteur principal. Un policier qui résiste, un fonctionnaire qui trahit son serment à Vichy pour rester fidèle à la République. Qui est cet homme ? Les origines ? Saint-Josse-sur-Mer, la guerre, 14-18. Albert Eugène Florimond. Dallène naît le 26 juin 1896 à Saint-Josse-sur-Mer, une petite commune du Pas-de-Calais, à 2 pas de la Manche. C'est un enfant du Nord, de ces territoires durs, miniers, ouvriers, où l'on travaille tôt et où la guerre viendra bientôt tout prendre. Il obtient son certificat d'études primaires, puis travaille dans l'agriculture. C'est un garçon ordinaire de la France rurale du début du XXe siècle. Rien dans son parcours initial ne le destine à devenir un héros. La guerre éclate en 1914. Il a 18 ans. Mobilisé le 10 avril 1915 au 73e régiment d'infanterie, il combat sur le front jusqu'à l'armistice. Soldat de première classe, il est décoré de la Croix de guerre avec 3 citations et de la médaille militaire. 3 citations. Des actes de bravoure, des missions dangereuses, accomplies sous le feu. Il n'a pas 20 ans. Il apprend dans les tranchées ce que veut dire risquer sa vie pour quelque chose qui dépasse soi. Il épouse Marie Guéné le 4 février 1919. Ils auront 2 enfants. Démobilisé, il travaille d'abord au chemin de fer, puis entre à la police municipale comme gardien de la paix à la préfecture de police. Il est affecté à Saint-Ouen. C'est là qu'il s'installe, c'est là qu'il vivra, c'est là qu'il mourra. Du moins, dans ses papiers d'état civil, quand les Allemands l'inscriront comme mort à Paris, Saint-Ouen. Le policier. Albert Dallène est un fonctionnaire exemplaire. Nommé brigadier en 1928, inspecteur principal adjoint en 1931, il est promu inspecteur principal en 1937. Il gravit les échelons avec régularité, sans éclat, sans histoire. Le commissaire de police de Clichy-la-Garenne écrit de lui. Gradé d'élite et précieux, collaborateur d'un dévouement total, a su faire preuve des plus grandes qualités de tact et d'autorité dans maintes circonstances difficiles, a fréquemment assuré le commandement d'effectifs importants.
Un homme de devoir, un cadre, un policier respecté, pas engagé politiquement, les archives le confirment. Il n'est pas syndicaliste, pas militant. Il est de ceux qui servent dans la République sans fanfare, sans discours, par simple conviction que c'est ce qu'il faut faire. La défaite et le choix. L'été 1940, la France s'effondre. Des millions de civils fuient sur les routes dans l'exode. L'armistice est signé, Pétain parle de don de sa personne. Et Dallène, comme des milliers de fonctionnaires, se retrouve face à une question qu'il n'avait pas prévue. Continuer à servir, mais servir qui ? Servir quoi ? Sa réponse est immédiate. Dès la défaite, il commence à entreposer des armes et des munitions dans un local attenant, appartenant à un marchand de métaux, Ferrari, rue Madame de Sandillon, à Clichy. Des armes pour ceux qui refuseront. Des armes pour plus tard. Il n'est pas un militant. Il n'est pas communiste. Il n'est pas gaulliste de la première heure. Il est simplement un homme qui a juré de défendre son pays en 1915 et qui, en 1940, n'a pas renié son serment. Pour lui, la résistance n'est pas un choix politique, c'est une évidence morale. Le réseau Filleul. Le réseau de Pierre Filleul a un objectif précis, faire passer en Angleterre des prisonniers de guerre évadés, des réfractaires au STO, des hommes qui veulent rejoindre les forces françaises libres. Pour cela, le réseau fournit de faux papiers, des logements sûrs, des filières jusqu'à La Rochelle, d'où des bateaux partent vers l'Angleterre. Dallène est un rouage essentiel de cette mécanique clandestine. Avec Hermann Chaït et Émile Gagé, il veille depuis Clichy à l'acheminement des candidats au passage. Il utilise son statut de policier, son réseau de contacts, sa connaissance des procédures administratives. Il produit de faux documents, héberge des clandestins, les oriente vers les filières de sortie. Il récupère aussi des informations sur les défenses côtières, des renseignements transmis vers Londres. Son supérieur direct, le commissaire René Cornec, couvre tacitement cette activité, sans en connaître tous les détails. Un silence complice qui lui coûtera la vie plus tard. La résistance, à ce niveau-là, reposait souvent sur des silences et des demi-mots entre hommes qui se comprenaient sans se tout dire. Le réseau fonctionne du dernier trimestre 1940 au premier semestre 1941. Puis une imprudence fatale. Un indicateur de la police française, chargé par la Gestapo de tendre un piège, se présente à Dallène comme un homme cherchant à passer en zone libre. Trop confiant, Dallène lui donne des renseignements, lui dévoile une partie du réseau. Le piège se referme. L'arrestation. Le 17 juillet 1941, la police allemande perquisitionne le bureau d'Albert Dallène au commissariat de Clichy, en son absence. Elle se rend ensuite à son domicile, 26 rue Soubise, à Saint-Ouen. Dallène est absent. Les policiers l'attendent, dans l'appartement, dans le silence. Vers 13h, il rentre chez lui. Le piège se referme. Il est arrêté. Inculpé de menées gaullistes. Il est incarcéré au quartier allemand de la prison de Fresnes. Il y restera plusieurs mois, dans l'attente de son procès. Ce que ressent un homme dans cette cellule, ce que pense un père de famille qui sait ce qu'il attend. Les archives ne le disent pas. Il n'a pas laissé de lettres connues. Le procès et la mort. Du 21 au 25 octobre 1941, Dallène est jugé devant le tribunal militaire allemand du Grand Paris, qui siège rue Boissy d'Anglas, dans le 8e arrondissement. 11 personnes sont inculpées. 5 sont condamnées à mort. Albert Dallène est l'une d'entre elles. Le tribunal le décrit comme un homme donnant une impression d'énergie, de force de caractère et de fanatisme. Fanatique. Il est résistant. Il est têtu. Il est dangereux pour l'ordre nazi. Le mot est une condamnation et presque un éloge. Le 13 janvier 1942, à 16h30, Albert Dallène, Hermann Chaït et Pierre Filleul, ainsi que 2 autres condamnés, sont passés par les armes au Mont-Valérien. Le journal collaborationniste Le Matin publiera le 22 janvier un avis sec. Les citoyens français Filleul Pierre de La Rochelle, Dallène Albert de Paris, Saint-Ouen, condamnés à mort pour activité en faveur de l'ennemi, ont été fusillés.
Paris le 13 janvier 1942, le commandant du Grand Paris. Un avis sec, froid, bureaucratique, qui ne dit rien de l'homme. Ce que l'on retient, Albert Dallen est inhumé d'abord au cimetière parisien d'Ivry-sur-Seine, puis transféré le 9 décembre 1944, après la Libération, au cimetière de Saint-Ouen. Il rentre chez lui. Dès le 12 octobre 1944, le comité de libération de Saint-Ouen donne son nom à la rue de Paris, qui devient la rue Albert Dallen. C'est le premier hommage de la libération dans la ville. Il reçoit la Légion d'honneur à titre posthume. La mention mort pour la France lui est décernée le 29 mai 1945. Son nom figure sur la cloche du Mémorial de la France, combattante au Mont Valérien, la même où il a été fusillé. Les zones d'ombre. Mais l'histoire de Dallen a ses angles morts. D'abord, l'ambivalence de la police sous Vichy. Dallen travaillait pour la préfecture de police, l'administration qui a collaboré avec l'occupant, qui a participé aux rafles. Lui a choisi de résister. Et son supérieur direct, le commissaire Cornec, l'a couvert tacitement. La police n'était pas monolithique, et les résistants non plus. Ensuite, une zone d'ombre rarement évoquée, le financement du réseau. Les archives montrent que Joseph Joanovici, ferrailleur, fournisseur de métaux pour l'armée allemande, donc collaborateur, finançait en parallèle le sous-réseau d'exfiltration auquel appartenait Dallen. Un homme qui jouait sur les deux tableaux, qui armait l'occupant d'un côté et des résistants de l'autre. La résistance parfois se finançait avec l'argent de la collaboration. C'est une vérité inconfortable. Elle mérite d'être dite. Enfin, le piège qui l'a fait arrêter. Les archives montrent que l'affaire n'a jamais été entièrement élucidée. L'agent provocateur était mort. La justice n'a pas abouti. Il reste le fait. Albert Dallen a été trahi. Et il est mort pour cela. Ce que Saint-Ouen lui doit. Albert Dallen a laissé 2 enfants. Il a laissé une femme. Il n'a pas laissé des écrits ni une doctrine. Il a laissé une rue, une plaque, un nom sur une cloche. Mais peut-être ce qu'il a laissé de plus précieux, c'est un exemple silencieux, celui d'un homme ordinaire qui, sans être un héros par nature, a choisi l'honneur quand tout autour de lui s'accommodait. Le 13 janvier 1942, à 16h30, un policier de 45 ans meurt fusillé. Il s'appelle Albert Dallen. Il a combattu en 1915, il a protégé des clandestins en 1940. Il est mort en 1942. Il n'a pas vu la libération. Il n'a pas vu la rue qui porte son nom. Il n'a pas vu ses enfants grandir dans une France libre. Mais ce qu'il a vu, c'est un choix. Le choix de ne pas obéir. Le choix de ne pas se taire. Le choix de continuer à se battre alors que son pays s'effondrait autour de lui. Et que des milliers de fonctionnaires, comme lui, choisissaient de fermer les yeux et de continuer à tamponner des papiers. Albert Dallen est mort pour la France. Mais il est mort à Saint-Ouen, la ville qui lui a donné son nom et qui, en retour, lui doit une part de sa liberté. Dans le prochain épisode, nous allons parler d'un couple, un médecin et sa femme déportée, qui a choisi ensemble de résister. Jean-Claude et Marie-Jeanne Bauer. 2 destins liés, 2 courages différents. Une même ville. Parce que la liberté ne tombe pas du ciel, elle se gagne, rue après rue, homme après homme, policier après policier.